Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait grand plaisir. On va commencer. Alors, apps, enfilez votre armure, on va commencer notre aventure. Juste rapidement, un petit mot sur mon parcours. Donc, je suis dans le développement depuis plus de 10 ans, back in Java. J'ai rejoint le groupe La Poste en 2016. Et entre-temps, j'ai changé de branche. J'étais à la branche numérique. Maintenant, je suis à la branche service courrier colis. Et plus précisément, depuis l'année dernière, dans la partie, les équipes de sécurité applicative qui s'occupent vraiment de la sécurité des applications. Les technos qu'on a à la Poste, un petit peu, on a pas mal de Spring, de Java, un petit peu de Flutter, un petit peu de PHP Symfony, du Docker. Tout ça hébergé sur OpenShift avec GitLab CI pour tout ce qui est pipeline. On a de l'Elastic, du Kafka pour la résilience, du Consul aussi pour tout ce qui est gestion de configuration, du Terraform et du Vault pour la gestion le stockage des secrets. Alors, je pense que vous avez toujours, au moins une fois dans votre vie, vous avez joué à des jeux vidéo. Et première chose qu'on fait dans les jeux vidéo, on choisit son personnage. Donc, on choisit l'armure, on choisit les armes, les potions magiques, on choisit les différentes compétences, les différentes protections qu'il va avoir. Donc, c'est un petit peu la même chose avec les applications. Donc, notre héros, aujourd'hui, c'est l'application. Et on va lui créer une armure. Comment on va le protéger? Quels seront, par exemple à la Poste, quelles seront les potions magiques qu'il va utiliser lors de son aventure? Alors, l'aventure du jour, la mission du jour, c'est déployer les applications dans le cloud, mais de manière sécurisée. Et cloud, aujourd'hui, on a OpenShift, c'est un cloud privé, mais surtout, on veut aller sur les clouds publics. Et là, c'est le vrai quest de la journée. Alors, première arme que je donne à mon héros, et d'ailleurs, mon héros, vous l'avez deviné, ça peut être aussi mon développeur, pas forcément l'application qu'il a produit, c'est le catalogue d'images. Comme tout est dockerisé chez nous, il ne faut pas utiliser n'importe quelle image qu'on trouve sur Internet. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un catalogue d'images qui passe par tout un process, en fait, et il passe par le rajout de certains packages. Donc, on ne va pas mettre plein de packages alors que les projets, ils n'en ont pas besoin. On va vraiment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une bibliothèque d'images qui est la plus proche des besoins des développeurs et des projets. Donc, on est allé voir, questionner vraiment, pas tous les projets, mais la plupart des projets pour voir quelles sont les images qu'on peut proposer qui sont le plus proches de ceux dont ils ont besoin pour ne pas installer des packages dont ils n'auront pas besoin. Des packages en plus, ça veut dire des vulnérabilités en plus. On les a scannés on va voir par la suite, avec différents outils. Et on les a stockés dans un registre Nexus Docker. Et le développeur de mon héros, il va aller dans ce registre et récupérer l'image qui est le plus proche de son projet. Et pareil, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a construit son image projet, par quelle étape il passe pour que son image soit validée. Alors, ce que j'ai appris aussi à mon héros, c'est qu'il doit réduire la taille de ses images. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne fait pas une image, on a montré au projet comment construire des images sécurisées. Donc déjà, ils ne vont pas aller sur le Docker pour chercher l'image, ils vont aller dans le registre privé et ils vont construire l'image au plus proche de la réalité de leur projet et dans un certain ordre. Donc, premièrement, l'image de base et ensuite les parties qui vont changer le moins en bas et les parties qui vont changer le plus en haut. Donc, dernièrement, ce qu'ils vont rajouter, c'est leur application. Et entre les deux, les différents packages dont ils ont besoin qui ne seraient pas inclus dans l'image de base. Alors, réduire la taille des images, pourquoi? Parce que quand il part à l'aventure, il faut qu'il parte léger. Il ne va pas prendre plein d'armes, il va prendre seulement les armes dont il a besoin. Et pareil, si jamais il choisit des armes, un peu comme dans les jeux, c'est que s'il choisit les mauvaises armes, à la fin, peut-être il ne pourra pas finir sa mission.
vous l'avez vu d'ailleurs tout à l'heure aussi, c'est comment on choisit l'image. Parce qu'on a parlé de registre, et parfois il y en a qui vont dire le registre privé ne contient pas ce dont j'ai besoin, et je vais aller chercher une image sur le Docker Hub. Donc ce qu'on leur a appris aussi, c'est qu'il ne faut pas aller chercher l'image avec le tag, et surtout pas avec le tag latest, mais avec le SHA-256. Alors pourquoi? Et c'est quoi le SHA-256? En fait, pour être sûr de récupérer la bonne image, il faut que je le récupère avec un hash qui est calculé sur les hashes des layers qui sont contenus dans l'image. Si vous regardez un petit peu sur Internet, il y a eu des cas d'école où des entreprises se sont fait avoir parce qu'en fait, ils ont publié des images sur le Docker Hub et l'image a été modifiée. Donc, si vous récupérez avec le tag, n'importe qui peut taguer l'image avec le même tag. Si vous le récupérez avec le SHA-256 et qu'un layer a été introduit, le hash ne sera plus le même parce qu'il est calculé sur les hashes des layers. Voilà, toujours pensez à ça quand vous récupérez des images. Mon héros, il a aussi peur de la fuite des données. Donc aujourd'hui, c'est juste un exemple. Hein. Je fais une sélection un peu de tous les armes qu'on a à la poste et qu'on équipe vraiment nos développeurs avec ces bonnes pratiques. Ce qu'on a vu, c'est les secrets dans le Dockerfile. Donc, pourquoi bien savoir écrire un Dockerfile, pas forcément en termes de layer, d'optimisation, etc. Parce que si mon image elle est plus légère, aussi sur Kubernetes, par exemple, le pool de l'image sera fait plus rapidement, mon code il sera plus léger et plus rapidement à démarrer. Mais aussi, si jamais dans le Dockerfile, je mets des secrets, donc je mets des variables d'environnement, hein, chez nous, c'est surtout que les gens ils veulent sortir par le proxy, donc souvent ils mettent des login mots de passe. Si je fais un Docker image, l'aspect de l'image, je vais récupérer en fait des données sur l'image. Alors tout à l'heure on a vu, je reviens, ça c'est le manifeste, et ça c'est le fichier JSON de l'image. Et là j'ai des informations techniques sur l'image. Alors pourquoi j'ai ce fichier-là? Parce qu'en fait la personne qui écrit le Dockerfile n'est pas la même personne qui run le container. Donc là, en fait, c'est le fichier, une sorte de spécification, que la personne qui crée le Dockerfile, donc crée l'image, donne à la personne qui va démarrer le container et lui dit voici les informations techniques sur mon image. Donc il peut avoir des variables d'environnement, il peut avoir des commandes pour le démarrage du container, des volumes, etc. De l'utilisateur, par exemple, l'utilisateur qui devrait, avec quel droit l'utilisateur va démarrer, l'image sera démarrée. Donc surtout pas utiliser route, par exemple. Donc là, c'est juste un exemple, hein, je vais vous donner un exemple, mais on a parfois, quand on fait dans nos pipelines, on rajoute cette commande pour voir si vraiment, par erreur ou par inadvertance, quelqu'un a laissé des mots de passe dans les variables d'environnement. Alors, ça dépend aussi, nous on fait de l'OpenShift, donc ça, quand vous faites du S2I, hein, c'est un truc spécifique à OpenShift, ça pareil, si jamais vous n'avez pas mis les mots de passe dans les secrets, ou les secrets, enfin, les informations sensibles dans les secrets d'OpenShift, ça va apparaître là-dedans. Le source de l'image, ça récupère les config maps, les informations qui sont dans les config maps, comme des variables d'environnement de votre image. Donc, si vous avez mis par inadvertance des informations sensibles dans les config maps, ça va apparaître ici. Là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Jusqu'à présent, c'était vraiment des petits conseils sur la partie Docker et image. Ce qu'on fait à la poste, c'est vraiment les scans statiques. Ça, le SAST, je pense que vous connaissez bien. Sonar, c'est la base. Il y a une partie sécurité, mais pas tout à fait tout ce qu'on veut faire. Ça ne va pas détecter toutes les problématiques dans le code. Là, je vous ai montré un exemple de template. Et en fait, ce que Docker nous permet de faire, c'est vraiment avec l'image Sonar, de pouvoir lancer comme si j'étais dans le container. En fait, avec GitLab CI, en mettant image et le nom de l'image, en fait, le runner, ce qu'il va faire, c'est qu'il va télécharger cette image. Et
Et quand je vais lancer Sonar Scanner, c'est comme si j'étais à l'intérieur de mon image, à l'intérieur de mon container. Donc, le runner va lancer un container avec cette image. Et je peux utiliser n'importe quel script qui est contenu dans cette image. Donc ici, Sonar Scanner. Donc, je vais lancer sur mon code. Donc, ce pipeline, il est lancé sur le code du projet qui contient le GitLab CI.yaml d'exemple. Sur GitLab CI, vous avez la partie Code Quality. Alors, Code Quality, c'est un peu pareil. Hein, vous avez des templates qui sont proposés. Et vous avez l'image qui vous permet, derrière ces codes climate. Et ils ont aussi un plugin Sonar que vous pouvez lancer. Alors, c'est sympathique, mais ce n'est pas suffisant. Il va vous donner je vous ai mis un exemple de rapport qui sont plus sur la qualité du code que sur la sécurité. Donc, il faut qu'on aille un peu plus loin. Ce sont entre Sonar et Code Quality. Pour l'instant, nous, on a Sonar, mais Code Quality, ça peut être aussi quelque chose qui complète les vérifications. Mais il faut qu'on aille plus loin dans les container scanning, licence scanning et la partie vraiment sécurité, SASP et détection de secrets. Ce n'est pas suffisant. Donc, dans les scans statiques, on a tout ce qui est software composant analysis et la détection de secrets, c'est ce que je vous en ai parlé. Donc là, sur la détection des secrets dans le code, on fait un peu la même chose. Hein. On prend l'image proposée et ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé les règles. C'est ça ce qui est bien avec Docker. Hein. Parce que je peux récupérer une image et changer ce qu'il y a dans l'image. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous mettez dans vos images. Parce qu'en fait, je peux récupérer, si vous avez laissé des identifiants Git ou des choses comme ça, je peux les récupérer en fonction de comment l'image a été construite. Donc là, par exemple, dans cette image-là, j'avais récupéré les règles et j'ai créé une nouvelle image propre à la poste avec les règles spécifiques à la poste. Et ensuite, j'ai lancé l'analyse. Sur le WASP Dependency Check, donc c'est vraiment l'analyse des dépendances. Là, c'est un peu pareil. Hein, GitLab CI, j'ai juste à mettre l'image que vous trouvez sur Internet et que vous récupérez avec le tag. Vous la récupérez avec le SHA-256. Et ensuite, vous pouvez lancer le scan. Donc là, nous, on a mis le scan, il est en erreur si j'ai une vulnérabilité dans une des dépendances qui dépasse la note de 7. Et ensuite, je récupère le rapport. Alors, sur GitLab CI, on a plusieurs outils que vous pouvez utiliser, même si vous n'avez pas GitLab CI en place. Hein. Ce sont des outils que vous pouvez soit récupérer l'image Docker, soit l'utiliser en mode CLI. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses sur Java, pas mal de choses sur... enfin, ils ont une liste assez complète de notre point de vue, vu que nous, on a du Java et du PHP, même sur Kubernetes, d'outils qui sont tout en un, on va dire. Voilà, donc on va dire in action, j'ai juste 2 lignes de code pour lancer le SASP sur la partie Java. Et il me lance 2 outils qui vont vérifier si j'ai des bugs ou des problèmes de sécurité dans mon code. Alors, sur la partie container, vous avez Aquatrivy. Alors, ce n'est pas celui-là qu'on utilise, on va vous montrer pourquoi. Mais vous pouvez utiliser celui-là pour scanner vos containers. Donc là, je l'ai lancé sur une image Python, Alpine Python. Donc là, il m'a sorti la liste, il me sort un rapport avec les listes des vulnérabilités, les CVE, avec la sévérité et les versions dans lesquelles il y a des fixes. Donc c'est pas mal. Et pareil, je n'ai pas fait grand-chose, hein, j'ai juste eu un runner Docker et j'ai pu lancer le container pour scanner l'image. Donc j'ai juste à lui donner le nom du container et ensuite l'image et le nom de l'image que je veux scanner. En fait, il vous faut du Docker sur celui-là. Et il m'a mis 2 rapports. Donc, il m'a mis le rapport sur l'Alpine et il m'a mis le rapport sur Python. Donc là, les CVE, c'est sur le Python package, le package Python. Donc pareil, il m'a mis les vulnérabilités et la sévérité.
pareil, il vous manque un petit peu de code pour faire planter le pipeline si vous avez des sévérités, enfin, des vulnérabilités avec une sévérité majeure ou plus. Et un autre exemple, c'est Gripe. Alors celui-là, c'est celui qu'on utilise. C'est encore Gripe. Et celui-là, pareil, vous pouvez le lancer avec l'image. Et vous avez les versions dans lesquelles il y a des fixes. Donc pareil, avec la sévérité. Et c'est cette solution-là qu'on utilise aujourd'hui pour scanner toutes les images qu'on a dans OpenShift. Donc ça, c'était les scans statiques. Pour les scans dynamiques, on a du WASP, du WASP Zap. Alors, les scans dynamiques, vous savez, c'est un petit peu, on se met à la place de l'attaquant et on lance différentes requêtes pour voir s'il y a des injections SQL, s'il y a, il y a du directory listing, etc. Donc, il y a vraiment plusieurs vérifications qui sont réalisées. De la même façon, dans le pipeline, c'est pas très compliqué. Je prends l'image et je peux lancer le script Python qui est contenu par l'image. Ensuite, je donne l'URL de mon site. Donc, pour les scans dynamiques, vous avez compris, il faut que le site soit déployé quelque part. Hein. Donc, soit dans le build, soit sur un environnement de test. Et je peux lancer Zap va lancer plusieurs requêtes et il va analyser les réponses. Par exemple, il va analyser est-ce que vous avez les flags de sécurité pour vos cookies, voilà, le corse et des choses comme ça. Plein de choses, plein de vérifications que vous feriez à la main avec BARP ou que vous feriez avec Qualys. Donc, c'est une manière d'automatiser, hein, nous on l'utilise. C'est un peu cher parce que c'est dommage de ne pas l'avoir détecté avant. C'est pour ça qu'on multiplie, vous avez bien vu, hein, il y avait quand même pas mal d'armes statiques, pas mal d'outils statiques pour détecter les vulnérabilités avant qu'on déploie sur le build. Donc, on fait failer les pipelines le plus tôt possible. Parce que si on arrive là, c'est déjà en build, c'est déjà trop cher pour corriger. Et les pipelines, quand on les lance, c'est automatique. Hein. C'est à chaque commit, normalement, le pipeline, il y a tout ce que vous avez vu avant qui passe. Alors, détection, oui, mais surtout correction. On regarde un peu le temps. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que bon, il y a eu les différentes menaces hein, que vous connaissez. D'ailleurs, je pense que vous en avez parlé ce matin. On a tous ces outils hein, qui passent sur toutes les applications. Dès qu'il y a un commit, il y a tout qui est analysé. Les rapports, vous avez vu, à chaque fois, c'est du JSON, du HTML, etc. Vous avez vu le dependency check, vraiment, qui analyse les dépendances, qui me récupère un rapport avec les vulnérabilités, les sévérités, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'il nous fallait vraiment un point d'entrée parce que tous ces rapports étaient un petit peu dans les pipelines, les projets, ils regardaient les rapports ou pas. Soit ils les prenaient pas en compte, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est que sur la partie dependency check, ce qu'on essaie de faire, c'est le dependency track, en fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il récupère tous les SBOM et il peut vous faire un petit peu la même chose que dependency check, c'est-à-dire qu'il vous fait les analyses des SBOM, des vulnérabilités sur les dépendances. Donc, Dependency Track va nous permettre vraiment, une fois mis en place, de centraliser et vraiment voir quels sont les projets qui ont un problème. Ce qu'on fait aussi, c'est le data lake, ce qu'on appelle le data lake, entre guillemets, de la sécurité. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est positionné vraiment à la source, là où il y a les projets, donc dans OpenShift. Et les projets, c'est quoi? Ce sont des images. Donc, ce qu'on a fait, et Docker nous a vraiment facilité la tâche, ce que je vous ai montré juste au début de la réunion, de la présentation, c'est qu'on a récupéré les images d'OpenShift. Donc, les images, on les a récupérées avec le SHA-256. Quand on fait un OC describe ou un kubectl, hein, describe c'est la même chose du pod, on récupère l'image, vraiment l'image qui est utilisée en prod. Ensuite, ce qu'on va faire, on va regarder dans l'image s'il y a des secrets, comme on a fait tout à l'heure avec le Docker Inspect.
On va regarder s'il y a quelle technologie c'est utilisé. Donc, c'est une version de PHP ou une version de Java, la version de Spring Boot, etc. Donc, on va calculer la dette technique. Tout ça, ça sera indexé, enfin, c'est indexé d'ailleurs, c'est en place aujourd'hui, c'est indexé dans Elastic. Donc, on a toutes les informations sur la dette technique, mais aussi toutes les informations de configuration. On a pas mal de Angular aussi. Donc, souvent, les Apache qui sont derrière, ont des configurations plus ou moins sécurisées. Donc, une fois que vous avez l'image, vous pouvez lister et parser ou regarder dans l'image comment l'Apache est configuré, comment Spring Actuator est configuré, et Apache, par exemple, sur le directory listing, est-ce qu'il est bien configuré, etc. Donc, toutes ces informations-là, on les indexe dans Elastic. Ensuite, on va aller avec les scanners, les analyseurs des containers, et on va récupérer vraiment, on va analyser chaque image, donc ça, on le fait tous les 2 semaines. On analyse toutes les images, et pareil, on indexe tous les CVE, donc toutes les vulnérabilités qu'on trouve. Alors, sur la détection des vulnérabilités des images, il faut faire attention, les outils que je vous ai montrés, ils vont regarder que l'image, donc que l'OS, pas l'applicatif qui est dedans. Donc il faut le compléter avec le dependency check ou le dependency track. Donc vous avez une partie qui est couverte par les scanners les analyseurs de containers OS, partie OS, et une partie avec le dependency check sur l'applicatif. Et tout ça, on le met dans Elastic. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'en commençant à historiser tout ce qui se passe dans OpenShift de prod, surtout, on commence à voir que les projets, déjà on peut vraiment se concentrer sur les projets qui ont des soucis. On commence à voir que les projets y corrigent. Donc une fois qu'ils voient les problèmes, ils corrigent. Et ce qu'on a rajouté au niveau, vous avez vu, les analyseurs sur les containers, ils me proposent un fixe. Donc tout ça, on l'a aussi mis dans Elastic. Et pour ceux, vous avez vu dans la liste, il n'y avait pas des fixes pour tout le monde. Donc on prend le top des vulnérabilités et on propose des fixes, on va dire manuellement, parce que c'est du cas par cas. Donc tout ça, on le propose de Security Champion, ça fait une base de connaissances vraiment sur l'état de santé de l'application. Donc là, on voit vraiment les premiers résultats, ça fait depuis janvier qu'on le fait, et on voit petit à petit qu'il y a le nombre des images et le nombre des projets qui commencent à faire des corrections. Ils savent exactement quelle correction appliquer dans quel cas, donc par exemple une configuration Apache qui ne serait pas vue, qui serait foireuse, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment une base de connaissances sur laquelle on travaille. Et Docker, ça nous a vraiment permis de investiguer un petit peu et voir ce qu'il y a en production. Donc aller un petit peu à l'inverse, on va dire. C'est pas en allant on donne des conseils pour le pipeline, mais on vérifie aussi une fois en production. C'est un peu tard, j'avoue, mais il faut quand même analyser périodiquement la prod. Parce qu'il y a des projets qui ne sont pas à jour depuis longtemps, etc., qui ne font pas des mises à jour ou des mises en production assez souvent. Donc, du coup, il faut aller voir, et de toute façon, une vulnérabilité, elle peut arriver d'un jour à l'autre. Alors, pour les prochaines étapes, on a vu la base de connaissances, et le cas, c'est vraiment quelque chose sur lequel on investit beaucoup aujourd'hui, parce que c'est vraiment une fiche de santé de l'application. C'est ce que je vais donner à mon héros, vraiment en premier, le Security Champion, quand il arrive, il a vraiment un dashboard de tout ce qui se passe sur une application, tout ce qui ne va pas de point de vue des techniques et sécurité. Donc, configuration, on va vraiment sur la configuration, présence des secrets, vulnérabilité des dépendances, vraiment un 360 de toute son application. C'est un cours, c'est pas fini, et je pense que ce ne sera pas vraiment fini, ce sera vraiment un boulot en continu. Et la cyber-résilience, il faut que je donne un petit peu à mon héros plusieurs vies. Si jamais nos plateformes, vous avez vu, on a du OpenShift, mais on veut aussi aller sur le cloud public. Si jamais on a des soucis, et vous avez vu sur les attaques, il y a eu parfois, la poste est passée un peu dans les médias, mais si jamais il y a des plateformes qui vont être attaquées, on doit être capable de remonter une plateforme identique avec le moins, avec la plus disponible possible et le plus rapidement possible.
Donc, il faut qu'on puisse monter, que ce soit un OpenShift ou un Kubernetes, que ce soit sur un cloud privé ou un cloud public, mais à l'identique de la plateforme qui a été peut-être attaquée et qu'on ne peut pas récupérer. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions. Oui, une question. Ça, vous le faites pour vos projets en propre ou vous le faites aussi pour des projets open source que vous utilisez c'est pour quel projet que vous faites tout ça? Alors, ça, c'est pour vraiment les projets de la BSCC. Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont faites à la banque aussi. Je pense qu'ils sont à peu près sur les mêmes technos. Ça dépend des projets. Mais oui, c'est que sur les projets de la Poste, sur la BSCC. Après, il y en a, ils ne sont pas forcément sur GitLab CI, il y a d'autres technos, mais là, on va vraiment sur sécuriser le pipeline, donc sécuriser vraiment les applications avant qu'ils arrivent en prod. Mais une fois qu'ils sont en prod, forcément, il y a des projets qui sont en TMA, du legacy, etc. Donc, il faut aussi qu'on regarde un petit peu, avoir l'état de lieu de ce qui se passe en prod. Il y en a pas mal, il faut pas... Des grandes boîtes, on a quand même des projets qui ne sont pas mis à jour. Enfin, il n'y a pas une mise en production, parce que ce n'est pas un projet vivant, en fait. Pas une mise en production tous les semaines ou tous les mois. Il peut y avoir des projets qui sont là et qui fonctionnent depuis des années et on n'a pas regardé. Et le pipeline, par exemple, il n'est pas aussi à jour que les pipelines des autres projets. Donc, on a, au moment du commit, une vérification de bout en bout, en espérant que les pipelines sont à jour. Et surtout sur la base élastique, on peut aller voir dans l'image, voir ce qui ne va pas et refaire en fait en chemin inverse, en quelque sorte, des vérifications pour eux. Et ça, c'est devenu quand même le truc le plus efficace. On a vu que c'était le plus efficace que leur demander. Parce qu'à chaque fois, il n'y a pas vraiment le budget pour investir dans le pipeline et rajouter vraiment tous ces checks. Et vous avez vu, hein, il y a quelques lignes de code, il n'y a pas plus que ça à rajouter. Mais pour les projets open source que vous utilisez, vous n'avez pas ce souci-là de la qualité du code Tout ce qui est fait avec Dependency Check et tout ça. Alors, il y a les miroirs qui sont en place parce qu'on utilise seulement les sources de confiance, on va dire. Donc, il y a certains miroirs qui ont été validés et on a tout un cadre de développement qui vérifie en amont et on utilise seulement certains projets open source qu'on a vérifiés en amont. Et non, on ne les a pas sur... mais on le fait en quelque sorte avec le dependency check. Donc, on vérifie toujours les vulnérabilités qui seront sur les librairies tierces. Donc ça, c'est très important. Et là, avec le dependency track, on va rajouter... parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le lance, le dependency check. Donc, on va avoir des projets en legacy qui n'ont jamais été analysés. Mais typiquement, par exemple, si vous utilisez un composant libre A, et que ces composants dépendent d'un composant libre B, que vous détectez qu'il y a un problème, une faille de sécurité sur ce composant A à travers B, et vous dites, ah tiens, on va voir s'il y a une mise à jour, ah tiens, les développeurs de A ne proposent pas de correctif, donc ils n'ont peut-être pas encore connaissance de la faille. Est-ce que vous êtes proactif, est-ce que vous allez les contacter pour leur signaler qu'il y a un problème Alors, je pense que dans les projets, c'est fait. Je ne suis pas sûre. Mais oui, ça nous est arrivé souvent de voir... Alors, parfois, la dépendance, elle est remplacée avec un autre package, ou une autre dépendance, où on trouve une autre façon de faire. Mais je pense que dans les projets, parfois, il y a des communautés, que ce soit les communautés Java, PHP, Symfony, etc., qui peuvent avoir des contacts. Mais ce n'est pas l'équipe sécurité qui le fait, c'est plutôt dans les parties de développement. Et on a eu des problématiques comme ça. Après, on a vraiment un problème de vraiment savoir quels projets sont impactés. Donc là, on est vraiment dans la construction de ce data lake, qui va être très important. Et ensuite, une fois ça en place, on pourra aller plus en détail vraiment dans la correction.